Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de NCI Reportage. Ce soir, focus sur Bouaké et ses environs. Et oui, Bouaké, une ville qui se développe et se renouvelle 20 ans après la crise politique qui a momentanément freiné son essor. Ce soir, on vous emmène voir ce nouveau visage de la ville. Et à quelques kilomètres à peine de Bouaké, c'est le Nzi River Lodge que nous irons découvrir, un coin de paradis, une expérience unique en Côte d'Ivoire. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Mélina. Bonsoir Pierre. Alors, comme on le rappelait en intro, ce soir on fait un focus sur Bouaké avec 2 reportages qui ont été tournés dans la région. Et oui, pour ce premier reportage, on va explorer un Bouaké dynamique et en plein changement. Il y a le projet du plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, le projet d'un nouveau CHR, l'arrivée de nouveaux moyens de transport, et bref, ça bouge à Bouaké. Le nouveau visage de Bouaké, c'est un reportage qui vous est présenté par Patrick Brédé, Roméo Tapé. « 21 ans en arrière, Bouaké faisait pâle figure. Balafré, la ville portait les stigmates des crises ivoiriennes. Depuis 2018, la capitale du Bouaké est en chantier. À tous les coins de rue, des travaux témoignent de la renaissance de la deuxième ville du pays. Le projet du plus grand marché d'Afrique de l'Ouest, du nouveau CHR, les travaux de voirie et l'arrivée de nouveaux moyens de locomotion sont en train de gommer 2 décennies d'un passé tumultueux et redonner confiance à l'ancien Bouaké-Kro. À lui seul, le futur grand marché de Bouaké porte le symbole d'une ville qui renaît. Lancé en 2020, c'est sur ces 9 hectares que les travaux se poursuivent. Les travaux qui sont en cours, les travaux de maçonnerie, les travaux de montage de la charpente métallique. Le charpente métallique sur le bloc de nord, pratiquement achevé, il est de l'ordre de 90%. Les 5 blocs qui constituent l'œuvre titanesque sont sortis de terre. Les premiers 8000 magasins prévus fait naître un engouement chez les populations. Aujourd'hui, quand ils passent en périphérie, ils voient la charpente métallique, les structures en béton. Ils sont convaincus que vraiment ce marché va se réaliser. Et ils ont cette certitude. Ça fait que ceux qui étaient un peu réticents au départ par rapport à l'inscription pour les places, aujourd'hui, il y a un engouement très fort. Actuellement, je vous dis que même ceux qui ne sont pas commerçants, aujourd'hui, quand ils voient la structure en train de sortir, ils sont en train de courir. Comment faire pour se faire inscrire? Comment avoir une place? Ce matin, Diané, le sous-directeur des VRD de la mairie de Bouaké, vient superviser l'avancement du joyau architectural. Un point d'honneur est accordé à la sécurité, avec en mémoire l'incendie de l'ancien marché. Il y a eu cet incendie en 1998 qui a marqué les populations, raison pour laquelle dans ce nouveau design, nous avons tenu compte, nous avons mis en exergue la sécurité incendie. Raison pour laquelle on a créé un poste avancé des sapeurs-pompiers ici. Quand on dit poste sécurité, la sécurité c'est tous les volets. Volet incendie, volet sécurité de la police et volet sanitaire. Ce bloc sécurité comporte ces 3 volets. Cette place commerciale de première importance, prévue accueillir plus de 25 000 personnes par jour, doit changer le visage de la ville. Ce marché, lorsqu'il va finir, tout ce que vous voyez dans les rues, au bord des voies, vont tous rentrer dans le marché. Et les espaces verts aujourd'hui qui sont occupés par des commerçants. Mais on ne peut pas les toucher parce qu'ils vont vous poser la question, on va où? Mais une fois le marché va finir, il n'y a plus cette question. Vous libérez le jardin public que vous occupez. Vous libérez comment on appelle, le domaine public que vous occupez. Vous libérez la voie que vous occupez. Il y a de la place au marché.
Donc vous allez voir qu'il va y avoir un aménagement urbain autour du marché aussi. Parce qu'une fois ces places seront libérées, c'est du foncier que la mairie aura. On peut faire des projets là-bas, on peut aménager, voilà. Cette vitrine alléchante, située en plein centre-ville, fera battre le cœur de cette cité commerçante. Quelqu'un qui est dans un quartier qui veut venir au marché, à part aller stationner quelque part à 500 mètres et marcher pour venir. Toutes ces têtes de ligne de Bouaka, on les a prévues dans les marchés ici. Quand on va libérer les zones, ils vont revenir. On va créer les têtes de ligne au niveau du marché. Quelqu'un qui quitte un quartier pour venir, il vient descendre à la gare, il fait ses achats, il ressort, il prend son Bouaka, il s'en va. Il n'a plus à parcourir des distances. Voici un peu l'objectif de ces gares autour du marché. Voici une représentation en 3D de l'édifice. La livraison est prévue pour fin 2023 et coûtera plus de 40 milliards de francs CFA. Pour mettre en scène son renouveau, 20 milliards de francs CFA ont été nécessaires pour renforcer son réseau de voies. La route qui relie Aouniansou-Sikoji au quartier zone industrielle via le quartier municipal permet de raccorder les parties ouest et nord de la ville, sans passer forcément par le centre-ville. La jonction Belleville à Dar es Salaam ne nécessite plus un détour de 13 km. Le quartier Kennedy a particulièrement bénéficié de cette transformation. Ce carrefour commercial ne peut faire l'économie de nouveaux types de transports et améliorer la mobilité des populations. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. J'ai commandé. Oui, vous êtes à quel niveau actuellement? Je suis avant la grande mairie. Avant la grande mairie? Oui. Où il y a le parc auto, où il y a les voitures garées là. D'accord. Vous serez là dans combien de temps? Bon, je serai là dans 3 minutes. Mohamed est étudiant en Master 2 à la Faculté des sciences économiques et développement de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. À ses heures perdues, il est chauffeur de VTC. Ça a été une motivation. Oui, le bitumage des voies au niveau de Bouaké ici, en tout cas nous en tant que les chauffeurs, ça nous permet de circuler librement et puis surtout même de finir vite la commande que nous sommes en train de faire avant de recevoir une autre commande rapidement. Avant là, il n'y avait pas assez de voies. Il y avait voies, mais les voies étaient dégradées. Mais maintenant là, vraiment on dit Dieu merci. Voilà, ils ont bien établi les voies et on circule librement. En tout cas, il n'y a pas de souci de voies au niveau de Kennedy ici. Le nouveau visage de la voirie est une opportunité pour lancer son VTC dans une ville en pleine mutation. Vous savez, en tant qu'étudiant, on ne doit pas rester toujours papier. C'est-à-dire que tu dois essayer de réfléchir comment transformer les 25 en 50, les 100 francs en 200. Donc, étant donné que les familles, je viens d'une famille pauvre, donc il faudrait que je travaille pour payer d'abord mes études. Voilà. Donc, afin de subvenir à mes besoins. Voilà. Donc, pour cela, vu que j'avais déjà un permis, donc pourquoi ne pas aller s'inscrire dans les sociétés pour être chauffeur et puis voilà, avoir un peu de sous afin de payer mes études et puis subvenir à mes petits besoins. Les Bouakois ont dû s'habituer à la présence de ce nouveau type de véhicule. De Bouaké ici, avant là, vraiment les gens ils se permettent de s'amuser avec l'application. C'est-à-dire ils lancent des commandes par amusement. Et puis toi, en tant que chauffeur de VTC, tu te déplaces pour aller chercher le client en question. Et le client, arrivé là-bas, tu appelles le client te dit que c'était pour essayer. Mais maintenant là, vraiment on voit que les clients sont en train de prendre l'application au sérieux. Quand il commande, tu l'appelles pour demander sa position et puis tu te déplaces envers lui, tu le prends et puis tout se passe bien, quoi. Tout va bien, au point que la demande du service est en hausse. Les 30 commandes qu'il réalise en moyenne par jour, il les doit à des clients qui habitent en périphérie de la ville, comme Awa. Nous, par exemple, qui habitons loin de la ville, c'est difficile d'avoir les taxis sur la route. Lorsque tu sors pour avoir un taxi, par exemple, moi j'habite
Il y a la poussière actuellement avec les travaux et autres. Je ne peux pas venir au bord de la route pour attendre un taxi. Peut-être même que je ne vais pas avoir un taxi. Quand je commande, il vient vers moi. Et puis il me dépose où je vais. À mon retour, je commande encore, il vient me déposer à la maison. Du coup, ça me facilite la vie. Et puis, je suis en sécurité avec mon enfant, tout va bien. Les VTC apportent un brin de modernisme à leurs usagers. Par rapport à avant, Boaké, il y a un certain développement, il y a un progrès qu'on voit. Ça fait plaisir. Ça nous donne de l'espoir. Donc, on espère que ça continue juste dans cette lancée. Cet espoir d'une ville moderne et modèle, Nicolas Djibo, le maire de Boaké, le partage. À chaque fois qu'il la sillonne, le premier magistrat de la ville se félicite du retour à la normalité après les dernières mutineries de 2017. La paix est un élément essentiel dans le développement du pays et plus particulièrement de Boaké. Donc aujourd'hui, je suis un maire heureux et tous ces travaux qui se font à Boaké vont changer complètement le visage de notre ville. Déjà, on ne reconnaît pas le Boaké d'antan, ne serait-ce que sur cette route où nous sommes, qui est la route de l'A3 qui permet de relier Boaké du sud au nord. Cette infrastructure va apporter un changement très net au niveau donc, du visage urbain de la ville de Boaké. Le maire tient à nous faire visiter une infrastructure au quartier Sokoura, le mythique stade de Yaoundé. Un stade mythique qui a eu à former beaucoup de grandes vedettes du football. Et donc en 2013, lorsque nous sommes arrivés aux affaires, ça a été une promesse qui a été faite à la jeunesse de Boaké et à la jeunesse de Sokoura. Nous leur avons promis de faire une petite bonbonnière, un petit stade qui réponde à leurs attentes. À chaque tension sociale, cette enceinte dotée maintenant d'une pelouse synthétique et de nouvelles tribunes contribue à maintenir la cohésion entre les jeunes. On est au stade de la finition, on doit apporter, on doit terminer les abords donc, du terrain de foot et puis fermer la clôture, fermer cette clôture de façon esthétique. Boaké se redessine. Nicolas Djibo en est conscient. C'est pourquoi il est particulièrement attentif au rond-point de la cathédrale. Nous sommes au cœur de la ville et toutes les directions. Là, vous avez l'axe nord-sud, l'axe est-ouest. C'est un point au niveau de la mobilité des populations, c'est un point sur lequel nous sommes très attentifs et que nous surveillons pour que cela ne crée pas de blocage au niveau donc, de la circulation. C'était un rond-point avant, donc ce rond-point va être modifié et il y aura une statue qui va être la symbolique de Boaké. Vous savez que la devise de la ville de Boaké, c'est de nombreux peuples, une seule cité. La situation des taxis-motos préoccupe et interpelle en même temps. C'est une question qui va être gérée, je pense, dans le moyen terme. Aujourd'hui, les taxis-motos ont un rôle social très important. C'est l'outil de travail de beaucoup de jeunes. Et juguler ce mode de transport peut créer un problème social.
les mototaxis posent un problème, c'est vrai, au niveau donc, de la circulation. Mais le règlement de ce problème doit se faire par étapes, en douceur. En attendant, l'État a décidé de s'impliquer dans le transport urbain. En septembre 2021, le Premier ministre Hachi Patrick lance l'installation de la Sotra à Boaké avec une centaine d'autobus et 4 lignes de desserte. Après 2 ans, des Boakois se sont accommodés au balai de ces engins verts et blancs. Lucien est l'un des abonnés de la ligne 301. Le bus, il en fait son usage quotidien. Le matin, quand je quitte par exemple mon quartier Sokura, quand le bus me prend, l'arrêt où j'emprunte le bus, je mets 6 à 7 minutes pour arriver au niveau de la cathédrale. Donc, les jours où j'arrive en même temps que la ligne du 303, le bus du 303 qui va où je travaille à mon bureau, je fais également 6 minutes. Donc disons, avec 11 minutes, je quitte de chez moi au bureau. À cette nouvelle manière de se déplacer correspond aussi une nouvelle gestion du budget. Depuis que j'ai pris ma carte permanente de 19 000, je n'ai pas de problème de monnaie. Mes déplacements sont très fluides. Au niveau des calculs, je ne me casse plus la tête parce que je sais ce que je dois prévoir par rapport au transport concernant le bus. Donc il y a une meilleure gestion, disons, des ressources financières par rapport au déplacement. Ce qui n'était pas le cas avant la venue du bus à Boaké. Dans une ville qui compte plus de 700 établissements scolaires, les élèves et étudiants apprécient le tarif des autobus, 5 fois moins cher que les moyens traditionnels. Je suis arrivée à Boaké cette année. Je suis au quartier Belleville, donc là, pour venir ici, je n'avais pas encore ma carte de bus. Donc je prenais la mototaxi. C'était vraiment difficile pour arriver au campus. On devait être décomposé, puis le prix c'était vraiment élevé. C'était pas facile. Donc, vous dites le prix élevé, c'était quoi? Pour de Belleville au campus, on doit payer 400 francs. Et puis c'est pas le même taxi, tu dois te décomposer. Donc c'est un peu ça. Aller-retour, ça faisait 800 francs. Parce que 400 aller, 400 retour. C'était un peu difficile. Avec le bus, ça va un peu. C'est-à-dire, expliquez. Bon, 3 000 francs le mois, c'est déjà bon. Alors, au lieu de payer 800 francs par jour. Au volant du 301, Moussa, un natif de Boaké. L'avantage pour moi, j'ai le plaisir de connaître Boaké. Parce que Boaké, c'est ma ville natale. Et pour quelqu'un qui veut se déplacer d'un point A à un point B, automatiquement, j'ai le réflexe. Comment faire pour le conduire jusqu'à sa destination. Donc pour moi, c'est un avantage d'être à Boaké, d'être machiniste à la Sotra. L'arrivée des autobus, c'était aussi de juguler la crise de l'emploi chez les jeunes, souvent en première ligne lors des crises. J'étais d'avoir mon propre compte et quand j'ai entendu que la Sotra recrute des machinistes emploi jeunes, et immédiatement je me suis précipité pour aller postuler. Et quand les résultats sont sortis, j'ai été retenu à l'examen. Et par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui à la Sotra. Ce nouveau boulot a changé le regard de ses proches. Avec mon ancien boulot, franchement, c'était un peu difficile parce que le business, c'est pas toujours ça va. Il y a des moments où il faut accepter. Et avec l'arrivée de la Sotra, avec mon nouveau boulot, et le regard de mon entourage, ma famille, franchement, ça a changé. Ça a changé. Et quand je sors matin, et que je dis à mon épouse, je vais au boulot, et quand je rentre et je vois mes enfants, et ça me fait énormément plaisir. Avant de commencer, j'ai des amis avec lesquels je suis à Abidjan qui m'ont même dit, mais attends, pourquoi venir investir à Boaké? Pourquoi Boaké? J'ai laissé Abidjan et venu à Boaké et je viens dans une surface inconnue, dans un terrain neutre que je ne connais même pas. J'ai dit non mais attends,
il y a quelque chose qui doit se passer là. Parce que quand moi je suis à fond là-dedans, il faudra que je réalise ce que je veux faire. Et aujourd'hui, la preuve est là. Mohamed a eu le nez creux. Depuis son ouverture, son complexe ne désemplit pas. Pour une ville comme Bouaké, qui est en plein essor, qui est en pleine expansion, donc qui a besoin vraiment de ce genre de structure pour permettre à ses populations et surtout aux fonctionnaires. Et c'est dans ça que nous voulons peut-être nous employer pour que cela soit. 40 employés aident à faire tourner la machine. La renaissance de Bouaké sera marquée par la réouverture de la piscine municipale, la construction d'un hôtel 4 étoiles à proximité et un CHR moderne. Ces nombreux investissements font espérer au ministre des Transports, cadre de la région, des lendemains meilleurs pour sa ville natale. Nous travaillons, l'ensemble des cadres, les élus locaux, le maire, aux côtés du gouvernement, justement pour que les populations se sédentarisent. Deuxièmement, que cette ville puisse attirer aussi d'autres jeunes qui sont en quête d'emploi, même si ici, la question de l'emploi reste aussi une réalité. Mais je suis très confiant quand je vois tous ces jeunes qui viennent prospecter, qui s'installent à Bouaké, qui sont contents d'être là, donc ici à Bouaké. Donc, lancer cet appel pour dire, bon, Bouaké, on connaît, c'est une ville hospitalière, il faut venir, il faut s'installer, il faut travailler. Et aujourd'hui, les choses se passent bien au niveau sécuritaire, il n'y a pas de soucis. On a les infrastructures, on a le climat. Il fait meilleur ici qu'à Abidjan. La prochaine CAN de 2024 en Côte d'Ivoire est un argument pour faire valoir les atouts de cette terre de brassage culturel. On se prépare. Donc avec le maire, on a déjà évoqué la question. Nous-mêmes, localement, on mettra en place un comité pour donc accueillir tous ceux qui vont venir, les occuper, faire des animations, leur permettre de connaître la région, de visiter la région, découvrir la région pour tous ceux qui arrivent, qui sont ivoiriens ou non. C'est une très très grande opportunité pour nous, pour que donc, tous ceux qui arrivent voient un peu le potentiel dont regorge donc l'ensemble de la région de Bouaké. Ce n'est pas Bouaké, c'est vraiment l'ensemble de la région et les régions voisines, dont la région du Hambol, qui est juste à côté. En 5 ans, Bouaké a fait du chemin. Pour Amadou Koné, il faut maintenir le cap. Et l'autoroute qui est en finition va vraiment venir rapprocher donc Bouaké d'Abidjan. Du point de vue économique, parce que c'est ça l'essentiel aussi pour les jeunes de Bouaké. Du point de vue économique, le Premier ministre avec le gouvernement, le ministre de l'Industrie sont fortement en train de travailler pour la zone franche textile. Je pense que dans les 5 ans à venir, c'est quelque chose qui va sortir de terre. Avec l'autoroute, vous savez, dans certains pays, une ville qui est à 3 heures du port est une ville portuaire. Donc avec l'autoroute et tout, donc du point de vue économique, je pense qu'on sera en mesure d'accueillir davantage d'industrie ici à Bouaké. En tout cas, on y travaille. Et donc Bouaké, une ville en pleine mutation, et pour en parler plus en profondeur, c'est l'auteur de ce reportage qu'on reçoit ce soir en plateau. Bonsoir Patrick Brédé. Bonsoir Pierre, bonsoir Mélina. Bonsoir Patrick, c'est donc un reportage très actuel, une transformation observable. Est-ce qu'on peut dire que Bouaké aujourd'hui est au centre des priorités du gouvernement ivoirien? Oui, déjà quand on arrive à Bouaké, quand on rentre dans la ville, on sent du mouvement. Dès l'entrée, on a des gros engins qui font du terrassement. Il y a vraiment de la vie, ça bouge à Bouaké. Tout simplement parce que le gouvernement s'inscrit dans cette logique d'impulser la décentralisation. Et Bouaké, la ville de Bouaké, va être la tête de pont de cette nouvelle dynamique. Il faut vraiment y être. Il y a de la poussière, c'est vrai, mais on sent dans les yeux des Bouakois que quelque chose est en train de changer.
Alors, c'est la deuxième plus grande ville du pays, mais qu'est-ce qui en fait aujourd'hui un élément si capital pour qu'on s'y intéresse et qu'on apporte tout ce dynamisme? Déjà, Pierre, c'est vrai, c'est la deuxième ville du pays, c'est la deuxième ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Bouaké aura peut-être l'avantage de faire souffler, d'aider Abidjan à respirer un tout petit peu. Donc, c'est aujourd'hui l'idée de créer des infrastructures, de créer de l'attrait au niveau de Bouaké pour que des populations aillent se sédentariser, aillent vivre à Bouaké, que les villes même environnantes, que Bouaké soit véritablement un pôle, non seulement urbain, un pôle économique important. Et, on a entendu dire par l'une des autorités de Bouaké, un des cadres, que Bouaké va même être une zone franche au niveau du textile. Donc, vous imaginez ce que Bouaké va être, c'est créer une zone qui donne envie de vivre, envie de s'installer pour que Abidjan et des villes comme Daloa vraiment puissent respirer un tout petit peu. Créer donc un deuxième poumon économique. Un poumon économique. Et Bouaké, c'est une ville que vous connaissez très bien, puisque vous avez réalisé il y a quelques temps un reportage sur les motos, taxis. Vous l'avez donc vu changer au fil des ans? Oui, c'est vraiment palpable. Quand on arrive, vous imaginez, Bouaké n'est pas une ville embouteillée. Mais les travaux, ne serait-ce que ça, créent des bouchons. Quand vous arrivez au rond-point, pour ceux qui connaissent bien Bouaké, quand vous arrivez au rond-point de la cathédrale, il y a aujourd'hui une stèle qui se prépare. Donc ça crée vraiment des bouchons. Et comme j'ai dit, ça vibre. Ça vibre. Quelques années en arrière, quand on arrivait à Bouaké, on avait ce sentiment de ne pas être dans une ville sûre. Aujourd'hui, quand on regarde Bouaké, on se dit la ville est en train d'amorcer une autre pan de son histoire. Alors justement, avec toutes ces infrastructures, il est évident que l'intérêt pour la ville va augmenter, il sera plus grand. Comment on se prépare à encaisser du côté des élus locaux, de la région, ce changement de statut? Mais la première chose, la question on l'a posée, on l'a posée au maire sortant. L'une des premières observations, Bouaké va avoir un budget qui va augmenter de façon consubstantielle. Ça va être vraiment Bouaké en train de se donner les moyens de se positionner comme deuxième ville. Avant, je pense qu'on le disait comme ça, par son étendue, par sa population, mais il manquait ce qui est en train de se faire aujourd'hui, le pôle économique. Donc Bouaké va devenir une deuxième ville dans tout le sens du terme. Et donc, ça pourrait attiser des appétits. Donc la question de comment aujourd'hui on l'appréhende, les populations sont vraiment s'inscrivent dans le changement. Quand on voit aujourd'hui les moyens de déplacement qui ont évolué, quand on voit la demande avec par exemple les VTC qui est en hausse, là on s'est dit, on se sent un peu comme dans une grande ville. On a tout aujourd'hui, on n'a plus besoin. Il n'y a pas aussi encore de VTC à Yamoussoukro qui est aussi une grande ville par avec exemple, politique. Mais même il y a aujourd'hui des très grandes enseignes, pour ne pas le citer, qui aujourd'hui ont pignon sur rue à Bouaké, au niveau des hypermarchés. Est-ce que c'est une politique aussi des autorités locales de Bouaké? Et de je crois qu'il y a eu la création d'une journée spéciale pour attirer. Bien sûr. Aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a de la volonté. Il y a vraiment cette envie de... Qu'est-ce qui la différencie? Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui la différencie des autres villes qui n'ont pas aujourd'hui tous ces... vous imaginez, à Bouaké, on va dire récemment que les bus sont arrivés, les autobus sont arrivés à Yamoussoukro. Mais à Bouaké, les autobus non seulement sont là, mais les autobus connaissent un grand succès. Un grand succès parce que les questions sécuritaires, donc pour revenir au taxi moto, aujourd'hui semble être réglé. Aujourd'hui, le coût du transport, qui était assez quand même considérable à Bouaké, est en train de se régler. C'est une ville où on a plus de 700 établissements scolaires. Vous imaginez, en termes de déplacement seulement pour les élèves et étudiants. Il y a déjà ça. Les VTC font leur apparition. Comme j'ai dit, il y a les hypermarchés. Même à ce niveau, il y a une bataille. Des salles de sport. Et les salles de sport. Il y a les salles de sport. Donc, Bouaké est en train de se doter d'outils pour ressembler à une ville comme Abidjan. Et en train de vraiment devenir une ville moderne,
une ville modèle. Et ça, c'est tout à saluer. Mais ça pourra attiser l'appétit, ouvrir le champ à des querelles, à des guéguerres politiques. Parce que le budget va augmenter, la question du positionnement, ça je le dis, parce que à rencontrer les cadres en filigrane, ça se ressentait. Le budget va augmenter, Bouaké aura plus de visibilité, et quand on est par exemple, quand on devient maire de Bouaké, on devient vraiment maire d'une très grande ville comme Abidjan. En parlant d'infrastructure, vous savez, le marché de Bouaké tient une place importante dans votre reportage, et d'ailleurs pour la ville. Il ambitionne d'être le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Quel sera son impact sur le développement de la ville? Mais ça sera déjà une petite ville dans la ville. 9 hectares, c'est vrai, c'est pas énorme pour un marché, mais pour un marché, c'est très énorme. C'est très grand, 9 hectares, 8000 box, pour 25 000 personnes attendues par jour, mais tout autour, pour parler de l'impact, tout autour, il y aura des gares qui vont être créées. Donc vous voyez, à ce niveau même, le maire nous disait, Bouaké est une ville de commerce et de transport. Donc il y aura des gares, et donc Bouaké va être le centre des arrivées avec l'autoroute qui est aujourd'hui aussi l'autoroute de contournement et tout ça. Donc l'impact économique sera réel. On n'a pas eu des chiffres, on n'a pas quantifié, mais il est clair que quand vous aurez des gares, les emprises qui vont être dégagées parce que les commerçants qui aujourd'hui vendent un peu partout dans la ville, quand ils vont être dégagés, c'est des espaces qui vont être exploités, qui vont être mis en valeur par les autorités. Il va sans dire que la question du foncier, l'intérêt pour les projets immobiliers, tout ça va voir le jour. C'est sûr que Bouaké, on se demande bien s'il ne faut pas prendre pied dès maintenant à Bouaké, parce qu'il faudra de déménager. Pas déménager, mais je veux dire aujourd'hui, et je suis convaincu, quand on voit les autobus arriver, les grosses enseignes sont en train de prendre des dispositions parce que voilà. Donc il faut la considérer désormais. Elle comptait déjà, mais il faut la considérer comme une ville qui va compter encore plus. Il va compter. Et quand on voit même l'engouement, par exemple, que va créer la Coupe d'Afrique, ça sera un moment charnière pour davantage exposer Bouaké avec ses atouts. Enfin, dernière question, au vu de tous ces grands projets de développement, quelle est l'atmosphère aujourd'hui dans la ville? Est-ce qu'elle est guérie de ces blessures? Une chose est claire, les infrastructures sont très bien accueillies par les populations. Et comme je l'ai dit, ça se ressent. On a envie de donner cette chance à cette ville-là, qui a une âme, qui a une histoire. Au-delà, la question est pertinente. Est-ce que Bouaké aura refermé les blessures intérieures de ce passé tumultueux? Donc de toute cette rancœur, de toute cette violence, de toute cette rancune que certains pourraient ruminer. Ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, le développement de Bouaké, il est indéniable. Tout le monde accueille ça avec beaucoup d'enthousiasme. Mais la question, c'est un aspect qu'il faudra explorer pour que Bouaké, je l'ai dit en fin de sujet, Bouaké la rebelle. Pour que Bouaké vit et vibre. J'avais bien aimé. Ben oui. Moi, j'ai dit même pour que Bouaké la rebelle devienne Bouaké la belle. Ouais. C'est très bien dit. Voilà. Donc, merci infiniment, Patrick Brédé, pour toujours un plaisir. Ce reportage. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et en seconde partie d'émission, on vous propose de la nature, de l'aventure. On ira découvrir le Nzi River Lodge. Mais avant, on marque une courte page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage. Merci d'être toujours si nombreux et si nombreux à nous suivre. On vous l'avait promis, on part à présent à l'aventure en safari, pas en Afrique de l'Est, mais bien au centre de la Côte d'Ivoire, Pierre. On vous emmène au Nzi River Lodge, un petit coin de paradis avec de grandes ambitions pour la préservation de la nature et de la vie sauvage. C'est signé Patrick Brédé, Roméo Tapé. C'est du ciel que s'apprécie le mieux le Nzi River Lodge. Dans ce décor de 41 000 hectares, l'équivalent de 60 000 terrains de football, la nature, presque vierge, s'étend à perte de vue.
Situé à 37 km de Bouaké, ce Eden propose un reposant spectacle dans lequel se fond parfaitement le Nzi, le fleuve qui a donné son nom à la réserve Ce Lodge, construit au milieu de nulle part. Dans ce sanctuaire naturel, les animaux vivent sans crainte d'être victimes des chasseurs ou des braconniers. Le Nzi River Lodge porte bien sa réputation d'unique destination de safari en Côte d'Ivoire. Lucie et Antoine ont fait plus de 6000 km pour profiter du panorama. Accompagnés de Cramo le guide et Yacine, l'une des responsables de la réserve, nos touristes veulent se faire une idée de la sensation de liberté que procure le Nzi River Lodge. Bon, messieurs, dames, nous sommes arrivés au pied du mont Sikaoka, qui a une altitude de 313 mètres. Donc du coup, pour monter, ça va dépendre de votre rythme. Donc du coup, nous allons escalader en serpenté. Le Sikaoka, aux montagnes d'argent en baoulé, la langue locale, est l'attraction du Nzi River Lodge qui s'y prête le plus. Du coup, serpent, ça veut dire on fait le tour. On fait le tour. D'accord, ok, ça va. Okay. Nous appelons ça serpenté. Ok, ça va, on fait pas comme ça. Ouais, on fait comme ça. Vous avez des appréhensions? Non, aucune. Enfin, j'ai Le hâte. soleil, un peu le soleil quand même. Ouais, c'est vrai avec la chaleur, mais sinon, franchement, j'ai hâte d'être en haut. Voir la vue d'en haut, ouais. 311 mètres. 311 mètres. 13 mètres. 313 mètres. Ouais, c'est pas mal. Ça va, C'est pas on en mal. reparle en haut. On en reparle, on verra ce que ça arrive fait à sur nos mollets, mais après, pour le moment, ça va. Pour l'escalade, il faut bien se cramponner et prendre ses appuis entre les pierres. Partir à gauche, puis à droite, leur assure une plus grande sécurité. Ben, ça va pour vous? Ouais, ça va. Ça va. Ah, très bien. Donc on continue alors. On y va. Au fur et à mesure que la pente s'accentue, l'effort physique est plus intense. Le spectacle l'est aussi. Les premières sensations, on commence à voir déjà l'horizon, d'autres petites collines, et c'est super beau, ouais. C'est super beau. Une route à perte de vue. Ouais, c'est vrai ça. On voit aucun village, aucune maison. On sent on est entouré de nature, quoi. On savait déjà qu'on allait gravir une petite montagne, donc ça on le savait déjà. Mais c'est vrai qu'on peut difficilement s'attendre en fait, au paysage qu'on va avoir sous nos yeux. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Je pensais pas que c'était autant perdu, quoi, autant loin de tout. Je savais, en venant, on a vu la route, on savait qu'on serait un peu perdu, mais je pensais pas que ce serait autant, quoi. Là, j'arrive même pas à savoir où est le prochain village. Donc ouais, non, je m'attendais pas à ça. Non. À mi-parcours, Cramo veut donner plus de rythme à l'ascension. Aussi, c'est quoi, les pieds chauffent, c'est ça? Non, ça chauffe pas. Je suis plus à l'aise à pieds nus. J'ai l'habitude de le faire à pieds nus, donc c'est facile de le faire. Avec tout ouais, tout le trajet et tout. Fais voir dessous tes pieds. Ouais, ça va. On a trop fait le village, donc c'est facile pour nous. On y va. Chaque foulée les éloigne davantage de la civilisation. Au sommet, cette vue panoramique récompense une demi-heure d'effort. Quand on vient avec d'autres personnes, ils pensent qu'on va trouver de l'argent, mais c'est pas de l'argent. Hein? Mais non. C'est de l'air pur. Et contempler aussi la beauté de la nature, admirer, voir les oiseaux, les arbres. Sur cette vaste étendue, il n'y a ni réseau téléphonique, ni Internet. Lucie et Antoine n'en demandaient pas mieux. Je m'attendais pas à tant de nature que ça, mais le fait de ne pas pouvoir entendre le bruit des voitures, le bruit des téléphones, de ne pas regarder son téléphone, il y a zéro déchet parce qu'il n'y a pas d'humain, donc tout est propre, on ne se pose pas la question, il n'y a pas de sacs plastiques qui traînent partout, donc oui, clairement, c'est génial pour ça, quoi. Et c'est ça aussi qu'on recherchait en venant dans ce genre d'endroit, et du coup c'est top. Le couple est aussi là pour célébrer un événement heureux. C'était mon cadeau d'anniversaire de venir ici. C'est ça, on vient ici pour fêter mes 30 ans, bon avec un peu de retard. Avec un peu de retard, ouais. mais voilà, c'était mon cadeau d'anniversaire. Comme on apprécie.
Comment on apprécie votre cadeau en altitude? Ah bah là on se dit que ça valait le coup d'attendre et que maintenant qu'on est là, c'est vrai qu'on a de quoi célébrer. Déconnecté, hein. Le côté pas de réseau, pas mal aussi, hein, parce qu'on a tendance à vivre un peu scotché à nos téléphones avec le boulot, tout ça. C'est un bon moyen effectivement de se déconnecter et de passer du temps juste ensemble et loin du bruit de la vie en ville. Ouais. Là-bas. Ah oui. C'est quoi? Regardez. Vous pouvez les avoir. La magie de ce paysage de savane arborée fait son effet. Est-ce que vous pouvez nous prendre en photo s'il vous plaît? Bien sûr, pas de problème. Montrez-moi juste comment ça Il faut marche. juste appuyer là et là, il faut regarder là. C'est tout? Ouais, c'est tout. Le couple va multiplier les clichés pour immortaliser le moment. Même le Keep Junzi, le jeu en vaut la chandelle. Venir ici, c'est une aubaine pour nous. Je veux dire, à un moment, on ne se rend même pas compte que c'est du travail. On est dans un concept aussi qui nous permet de profiter de la nature, de travailler, mais d'être dans un cadre qui diffère. On n'est pas dans un bureau, on n'est pas à Abidjan avec la pollution. Là, on est en haut d'une montagne, le mont Sika. On est en train de respirer ici de l'air pur. On a escaladé la montagne. C'est un challenge parce que pour quelqu'un qui a peur du vide ou qui n'est pas habitué à faire ce genre d'expérience, c'est une manière pour lui aussi de venir se challenger, sortir des sentiers battus. Et puis, une fois rentré sur Abidjan, se dit « Waouh, je suis allé à quelques kilomètres, juste à Boaké, près de Boaké. Et j'ai pu vivre une expérience telle que celle-ci. » Et la compter derrière et ramener la prochaine fois d'autres personnes aussi pour venir vivre une telle expérience. L'autre challenge de la création d'une River Lodge, c'est lutter contre la déforestation. En 60 ans, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de ses forêts. Avec elle, l'essentiel de la faune. L'emblématique symbole de ce projet écotouristique, c'est ce chalet. Grâce à ce genre d'initiative mêlant design et écologie, la réserve attire des touristes étrangers et ivoiriens. Bonjour, ça s'est bien passé le trajet? Oui, merci. Ok, super alors, bienvenue au lodge. Donc n'hésitez pas, on vous attend en bas pour tout à l'heure alors. Parfait, ok, merci. Qu'est-ce qui est prévu pour cet après-midi? Pour cet après-midi, c'est prévu de faire le safari jeep. Ils iront avec qui? Ils iront avec les guides Kavmi et accompagnés par le général. Ok, et super. aussi, on a prévu joindre à l'équipe sèche. Sous forme d'arbres, cet hôtel inspiré des complexes touristiques sud-africains épouse parfaitement l'idée d'un tourisme vert. Un hôtel avec une empreinte écologique la plus faible possible. Alors, ce lodge s'inscrit véritablement dans notre concept d'écotourisme. Cela se voit notamment par le matériel utilisé. Ici, notamment, vous avez ce bois-là qui intrigue un peu tout le monde, c'est du karité. Vous avez également le bois. Le lodge est fait avec de la terre et du bois en général. Le bois vient particulièrement d'Afrique du Sud et la terre vient du Mali. La paille également vient du Mali et aussi de la région aussi. Vous avez vu le miroir par exemple? Voilà, là on a un miroir avec du bois. C'est quelque chose de tout simple que tout le monde peut recréer. Mais c'est vraiment le but derrière, c'est de montrer qu'on peut faire, avec peu de choses, on peut faire des choses vraiment magnifiques. Ce qui rend cet endroit unique, ce sont ces chambres dans les arbres. Une architecture et des matériaux qui favorisent l'utilisation des énergies propres. Les chambres constituent des branches. J'ai le sentiment. Exactement. Quand vous regardez le Indi, vous avez l'impression qu'en bas, les escaliers, les marches, c'est comme les racines. Et ensuite, on a un arbre et les chambres constituent effectivement des branches ou des fruits. Constatez, c'est une construction qui est faite sur pilotis. Tout ça pour permettre aux chambres de capter la fraîcheur. Donc ici, on n'a pas du tout besoin d'appareils énergivores type climatiseur, ventilateur, tout ça dans un but aussi de pouvoir conserver l'énergie qu'on a. Il faut savoir que sur le site, on utilise majoritairement de l'énergie solaire. Donc tout ici est mis en œuvre en fait pour qu'on soit au plus près de la nature. Yacine retrouve les touristes arrivés il y a quelques minutes. Mesdames, messieurs, tout se passe bien? Oui. Impeccable. On vient juste d'arriver. On profite déjà du calme qu'il y a ici. C'est très agréable. Effectivement. Et normalement, c'est la seconde fois que vous venez ici. Oui.
Pour la seconde fois, Marilyn est accompagnée. Avec ces mêmes arguments, finalement. Ouais, puisque le fait d'être coupé du monde, de vraiment déconnecter de tout, de profiter juste des bruits de la nature, de la chaleur, de voir les paysages, tous ces arbres autour, c'est vraiment, vraiment reposant en fait. Ça apporte la sérénité. Elle a réussi à convaincre son beau-frère et sa sœur sur la philosophie du Nzi River Lodge. Je suis technicien sur des machines qui mettent en bouteille le vin, la bière et tout ça. Et c'est un environnement qui est très bruyant. Et on ne s'arrête jamais. Donc du coup, ça fait du bien de venir et de revenir au calme. J'aime découvrir, donc là c'est une belle occasion, je pense que ça va être une belle expérience d'être comme ça au milieu de la nature dans un cadre franchement magnifique. Voilà, ça a l'air assez convivial aussi. Ici, on est au calme. Donc c'est une belle expérience à vivre en famille, je pense. Il y a 22 ans, le promoteur de cet endroit iconique rêvait de faire vivre la brousse à des amoureux de nature. On est au sommet même du Inzi. Vous avez juste derrière nous le fleuve Inzi qui donne son nom au lodge, à la réserve. Donc c'est un peu ici notre botte secrète pour les clients quand ils viennent et tout, pour venir se retrouver ici. S'ils cherchent un endroit un peu plus intimiste également pour venir se poser. Donc on adore vraiment cet endroit. Pour faire comprendre l'impact de l'homme sur l'environnement, le fleuve Nzi est l'exemple tout trouvé. C'est à cet endroit-là aussi qu'on se rend compte vraiment de l'impact que l'homme a sur la nature. On parle d'un fleuve, mais tout le monde sait que le fleuve n'a pas cette couleur-là. Et quand on voit cela est dû à l'orpaillage qui sévit dans la région, parce que les communautés dont on parlait tout à l'heure, souvent ont des rapports très néfastes sur la nature, d'où l'importance d'avoir des endroits comme le Nzi River Lodge pour protéger la nature. La gestion de ce projet implique les communautés. Une méthode pour mieux sensibiliser, comme a été le cas pour Jacques, le plus ancien du lodge. Au début, cette eau se présentait en tout cas comme une eau de pompe. Même tu mets une pièce de 100 francs dedans, tu vois à travers. Mais depuis la rébellion est venue et puis l'orpaillage a pris la Côte d'Ivoire, depuis ce jour, chaque année, l'eau change de couleur. Chaque année, l'eau change de couleur. Oui, parce que nous, on est contre ça. Donc, on lutte contre ça pour que les gens arrêtent, pour qu'on puisse utiliser cette eau. Le Nzi River Lodge a un autre argument pour attirer plus de touristes et mener à bien la protection et la conservation du site. Nous sommes en fin d'après-midi. Les derniers touristes arrivés s'apprêtent pour le safari. Messieurs et dames, soyez les bienvenus, chers enfants. Comment allez-vous? Et la piste? Kamikaze, hein? Ah, d'accord. À l'état civil, moi, c'est Daouda Ouattara. Ici appelé affectueusement général. Oui. Bon, la faune. Il n'y a que 20 ans seulement que nous avons commencé le conservationnisme. La faune est peuplée de mammifères herbivores et certains carnivores qui sont là tels que les chats. Le général qui doit les conduire a 22 ans de piste. Cet ancien topographe connaît parfaitement la réserve. Et parmi les plus gros mammifères, on en a deux ici. Le rhinocéros blanc d'Afrique de l'Ouest et Ahmed l'éléphant. Mais nous allons rencontrer quand même quelques animaux en route. À la création du parc dans les années 90, les animaux se faisaient très rares dans la réserve. 22 ans après, le Nzi River Lodge tente d'inverser la tendance. Alors que le pick-up s'enfonce dans la savane, les touristes ont déjà les yeux grands ouverts. Le safari se poursuit dans cet amphithéâtre naturel. Là-bas,
commence à avoir les animaux. Les coqs de buffon, famille antilope. Il peut faire 60 au garrot, peser 70 kg. Une portée par an, rarement 2. Âge 14 à 16 ans. Après une heure d'exploration, un troupeau de cobs de buffon. Des cobs, des fassa. Ces deux antilopes, qui avaient disparu des forêts ivoiriennes, sont ici en sécurité. Comment on vit ces instants? Ah ben c'est beau, hein. C'est magnifique. Ouais. Hein. C'est chouette de les voir dans leur milieu naturel. Vous les avez jamais vus comme ça? Ah, Non. Naturel, non. Non. Non, jamais. Et ça aussi, c'est beau. Ce sont des enfants. C'est magnifique. Regarde là-bas, ma puce. Hein? Tu aimes ce que tu vois? Oui. Tu les avais déjà vus de si près? Ou juste à la télé? Oui, juste à la télé. Et là, qu'est-ce que ça te fait? J'aime bien. Général, combien ça pèse à peu près les plus petits et les plus gros Là, vous avez 70 kilos. Oui. Et là, vous avez jusqu'à 83. D'accord. Et là, ça, c'est le cob de buffon. Ils sont en train de se battre. Et là-bas, ça, c'est le cob de fassa. D'accord. Deux mâles vont même nous offrir des instants rares d'un combat de territoire. Les touristes sont comme hypnotisés par le spectacle. Ah ben, on n'a jamais vu ça en vrai. On voit ça qu'à la télé. Magnifique. Ouais. C'est parti. Non, ça, on n'a pas l'occasion de voir ça tous les jours. Hein. Ouais, Ça, ça c'est sûr. Ça, c'est une chance. Hein. Ça c'est sûr. Donc vous assistez là à un duel. Parce qu'il y a un qui est venu dans le territoire de l'autre. Donc ils vont faire un combat jusqu'à ce qu'il y a un qui abandonne, lui fuit. On est à la chasse du buffle là, actuellement. Sur les traces des buffles, le passage fugace d'un écureuil sataniste. Dans la réserve, la diversité animale a encore du mal à être rétablie. Marie-Yoise, qui a choisi de faire le safari à dos de cheval, n'est pas moins déçue. C'est vraiment très, très agréable au rythme du pas du cheval. Donc on a pu bien profiter. On a croisé biche. Qu'est-ce qu'on a vu? Potamochère. Après on a vu des petits écureuils. Ouais, c'était... On a vu les gazelles. Ouais, on a vu des oiseaux aussi, beaucoup. Voilà, c'était bien sympa. Un petit groupe en plus. Notre guide est au top. Cap est mis sur l'enclos d'un des plus célèbres pensionnaires de la réserve, Ahmed l'éléphant. Allez voir Ahmed, le fameux Ahmed. Et les buffles? Les buffles, franchement, l'heure est avancée, on ne pourra pas les voir. Oui, ils sont déjà rentrés. Notre premier contact avec le pachyderme remonte à 2021 à Guitry. À cette époque, Ahmed l'éléphant est sauvé in extremis d'une mort probable après ses nombreux dégâts causés dans la ville. Conduit en River Lodge tout comme le dernier rhinocéros, Ahmed vit ici en semi-liberté sur un espace de 20 hectares, aux côtés de son maître. Ok, c'est bon. On va prendre mon tête. Mon tête là est trop petit. Faut laisser comme ça, c'est bon. C'est bon. On va faire. Courant va t'exécuter. Hein. Voilà, c'est bon, ok. Toujours aussi joueur, l'éléphant comprendrait même la langue de son maître. Voilà, c'est bon. Vous parlez avec lui? Ouais, je parle avec lui en langue morée. Ok. Ouais. Ahmed, Mansouri, la main, Bahodo, Yas. Voilà. Vous lui avez dit quoi? J'ai dit qu'il n'a qu'à laisser cet amusement-là. Ouais. Donc il n'a qu'à laisser tranquille, quoi. Il n'a qu'à me laisser tranquille. Il faut venir fatiguer son maître. Voilà, donc il a bien compris. Les touristes restent admiratifs. Oui, c'est magnifique. De le voir aussi près. On peut lui serrer la trompe. on peut lui toucher la trompe. C'est un animal sauvage. Eh oui. Ah mais... Il s'amuse.
Tu avais vu ton ami, comment tu vis ça ce moment? C'était bien. Sauf que c'est dommage parce qu'on n'a pas pris de banane. Le duo de Ahmed. Faut le lui donner. Difficile de quitter ce mastodonte, devenu tout un symbole, celui de la lutte d'une espèce menacée de disparition. Non, non, on regrette pas. C'est magnifique. Bon, là, il est parti. En 40 ans, le nombre d'éléphants est passé de 3000 à 200 individus à peine. En plus des orpailleurs qui polluent le fleuve Nzi, la réserve est soumise à des tentatives d'intrusion de braconniers et autres chasseurs. Voilà, on a des clients, des visiteurs qui doivent venir. On en a d'autres qui sont déjà là. Et donc, pas plus tard qu'hier, on a entendu des coups de fusil voilà, des braconniers. Siléance, le manager de la réserve, attire l'attention des rangers sur la sécurité du parc. C'est parce qu'il constitue l'épine dorsale de la fondation Nzi Wildlife Conservation, qui s'occupe en partie de la protection. Donc, travaillons ensemble pour vraiment répondre à la question de sécurité, pour donner la confiance aux clients pour qu'on puisse vraiment être une référence pour que vraiment les visiteurs puissent continuer de venir. Donc, je vous remercie et j'attends votre rapport pour cette mission-là. Recrutés dans les villages voisins, les gardes sont souvent eux-mêmes d'anciens chasseurs. Un avantage stratégique pour Serge et ses hommes. Parce que ce que nous on faisait, je trouvais que non, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Voilà où je me suis convaincu. Puisque quand on tue, c'est comme on détruit. Et ça ne revient plus. Alors qu'on garde, en tout cas, ça donne beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en tout cas, je trouve ma vie dedans. Passés de l'autre côté de la barrière, ils sont une trentaine à se relayer jour et nuit pour veiller sur les 41 000 hectares de ce sanctuaire. Avant même, pour retrouver même les animaux même ici, c'était pas là. Dans notre zone, hein, parce que je chassais, mais bien dit, ce n'est pas dans la zone ici, hors du terrain. C'est dans ça qu'on s'est croisés, moi et le monsieur. Puisque le monsieur, même quand il venait, il sortait hors du terrain aller chasser, autant. Voilà, c'est dans ça qu'on s'est connus. Voilà, petit à petit, c'est là où il m'a récupéré. Vous avez ouvert la munition? Oui, moi. Ok. On se dépêche. Toute la matériel. Oui, tranquille. À pied, arme à la main, Serge et ses hommes s'enfoncent dans la pénombre. Cette nuit, ils vont tenter une fois de plus de déjouer les stratagèmes des braconniers. 2-2-1, 2-2, 2-2. Un reste au milieu, 2-2. Un reste au milieu. Voilà. 2 devant, 2 derrière. Et puis lui, il est au milieu. Faut partir avec Kona, Kofi. Va avec Kona. Ne prends pas même lui. Champi, reviens sur le côté, comment on appelle, voilà. Kofi, vous prenez, voilà, laissez le milieu. En tout cas, c'est des gars qui ne se fatiguent jamais parce que moi-même, j'étais un chasseur et je suis dans le domaine, je connais. Donc voilà, d'autres vivent que ça. Donc sans ça, il ne peut pas vivre. Donc il est obligé de venir tuer. Donc le moment où je crée, lui, il crée toujours. C'est comme ça, je le prends aujourd'hui, demain, il va changer de système. Chaque jour, on fait patrouille à pied. Chaque jour, on fait patrouille à pied. Voilà, on regarde les chaussures différentes. J'ai ma chaussure que je prends pour travailler sur mon site. Maintenant, il m'a trouvé un trace de chaussures différentes. Là, en ce moment, il sait que voilà, il y a un nouveau gars qui est chez moi. Voilà comment je travaille un peu. Bon. Pour mettre hors d'état de nuire les chasseurs signalés, Serge opte pour une embuscade. Cachés dans les buissons, ils vont attendre plusieurs heures les éventuels malfaiteurs. Voilà, et on attend un peu. Si vous voyez la lumière, c'est comme c'est les gars qui arrivent. Hein. Voilà, positionnez-vous. La protection de cet Éden
demeure une question cruciale pour le développement du tourisme animalier en Côte d'Ivoire. En 2022, 1500 touristes ont profité de cet Éden, épargné par le tourisme de masse. Une barrière électrique de 100 km est prévue autour de la réserve. Une expérience de safari en plein cœur de la Côte d'Ivoire et ça c'est vraiment génial. Et tu as eu la chance de le faire d'ailleurs, Pierre. Et je ne suis pas déçu. J'imagine. On va continuer d'en apprendre un peu plus sur ce magnifique cadre avec notre invité, Karl Diakité, directeur général de Living the Wild, une agence de développement écotouristique. Et puis, c'est surtout votre père qui est le fondateur du Nzi River Lodge. Exactement. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Karl Diakité. Merci d'être avec nous ce soir. On a envie de savoir qu'est-ce qui a poussé la famille Diakité à créer ce lodge, ce safari. En fait, c'est tout simplement une passion et un amour pour la nature et le monde sauvage. Donc, c'est ça qui est au cœur du Nzi et de ce développement-là que vous voyez. Et d'ailleurs, Karl Diakité, on se connaît depuis très longtemps et depuis à l'époque, il était déjà très passionné par les animaux. Et je ne suis pas étonnée de te voir aujourd'hui faire ça. Et donc tous les week-ends sont aujourd'hui quasi pleins. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce grand engouement que suscite le Nzi? Il faut dire qu'en ce moment, le fait qu'on soit dans une période post-Covid, les gens ont envie de voyager, de se rapprocher de la nature. Et il se trouve que le Nzi est juste le cadre idéal pour ça, pour un petit dépaysement. Pas très loin, forcément, on n'a pas besoin de quitter le pays. On est toujours en Côte d'Ivoire. Il suffit de prendre sa voiture et faire un petit road trip et on arrive au Nzi. Alors, quand on dit dépaysement, c'est le cas parce que quand on arrive, il n'y a pas de réseau, on est coupé du monde. Est-ce que c'est pour une meilleure connexion avec la nature que vous préférez limiter ce... C'est se déconnecter pour se reconnecter avec la nature. C'est exactement ça. Donc, il faut dire qu'on est en pleine brousse, donc tout simplement, c'est difficile d'avoir du réseau téléphonique, ce qui nous arrange bien d'ailleurs, et ça permet qu'on puisse vraiment renouer ce contact-là avec la nature. À la création du parc dans les années 90, les animaux se faisaient très rares. Aujourd'hui, on en voit un peu plus. Est-ce que vous avez une stratégie pour justement inverser la tendance? La stratégie, elle est simple, c'est la protection. Donc, à partir d'un moment, on s'est focalisé sur vraiment la sécurisation du parc, donc de la réserve. Et donc, il y avait beaucoup de chasseurs dans la zone, notamment beaucoup de braconniers. Et aujourd'hui, beaucoup de ces braconniers-là travaillent avec nous. Ils ont été reconvertis en protecteurs de la nature, en rangers. Et donc, c'est eux qui assurent la sécurité du parc. Donc, on a protégé pendant de longues années et la faune elle-même s'est régénérée, tout simplement. C'est vraiment pour nous de voir aujourd'hui qu'il y a des troupeaux et des troupeaux de coqs et de buffles qu'on arrive à voir, et même de temps en temps des éléphants qui passent à travers la réserve. Il y a une période justement pour voir des éléphants. Est-ce que vous arrivez à savoir à peu près c'est une meilleure période? Alors effectivement, pendant la saison sèche, il se trouve que les points d'eau sont un peu plus difficiles à être trouvés. Et donc on a fait le constat que plusieurs éléphants qui sont dans la zone, qui viennent un peu du nord, ont commencé à traverser la réserve. Donc pour nous, c'est un bon signe. On garde espoir qu'un jour, ils vont s'installer. Alors, aujourd'hui, ce projet, il réussit parce que vous avez réussi à avoir aussi la confiance des autorités qui vous ont permis d'assurer la gestion de ce parc. Comment s'est fait le contact et comment on les a convaincus de l'utilité de ce... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la réserve du Nzi, en fait, elle est en partie un domaine privé et qu'autour de ce domaine privé-là, il y a beaucoup de forêts classées. Et donc, nous, on a commencé à protéger sur le domaine privé et on a tout de suite vu l'importance d'étendre cette sécurité-là aux forêts qui étaient aux alentours. Et donc, c'est naturellement que nous nous sommes rapprochés des autorités, qu'on a fait part du projet de conservation que nous avions et qu'ils ont tout de suite donc pris part à ce beau projet. Donc, on travaille effectivement en partenariat avec le ministère des Eaux et Forêts, et notamment la SODEFOR aussi, pour la protection de cette réserve-là.
Et puis un partenariat qui s'est illustré d'ailleurs avec la gestion du cas Ahmed l'éléphant, Exactement. qui est un peu le chouchou, l'idole du lodge. Exactement, exactement. Et qui s'exprime en mouré. C'est ce qu'on a appris avec l'auteur du reportage. Effectivement, parce que son gardien parle principalement mauvais. Non, mais c'est une très belle histoire, l'histoire d'Ahmed. Il faut dire que c'est un éléphant qui, aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits homme-faune. On le voit, pourquoi? Parce qu'à cause de la croissance démographique, à cause de voilà, les villes qui s'accroissent, et voilà. Donc, il y a conflit sur la faune. La faune se sent un peu, comment dire, son espace est restreint. Et donc, forcément, ça crée un peu des conflits. Et tout de suite, nous, on s'est proposé, ayant cette réserve-là qui est protégée, de pouvoir lui donner un espace, tout simplement, pour qu'il puisse éviter d'aller embêter les populations locales dans les villages. Quelles sont vos ambitions pour le NZI? Est-ce que vous espérez un jour rivaliser avec d'autres parcs africains? Alors, je ne dirais pas rivaliser, parce que la biodiversité qu'on a ici, elle est unique, mais c'est clair qu'on s'inspire de leur modèle. Et aujourd'hui, par exemple, il y a de grands projets qui se passent dans la réserve, notamment nous sommes en train de clôturer une grande partie de la réserve pour avoir, c'est dans notre stratégie de sécurité, pour mieux contrôler les animaux qui y sont à l'intérieur. Et ça va permettre à la faune de se repeupler et éventuellement, potentiellement réintroduire des espèces qui étaient là avant et qu'on ne trouve plus malheureusement en Côte d'Ivoire. Donc les ambitions, c'est vraiment de continuer ces efforts de conservation-là. Et on espère être un modèle pour les autres endroits, parcs et réserves qu'on a ici en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas l'expérience du lodge, en tout cas ici, elle est unique. On a l'impression d'être sur des modèles sud-africains, d'Afrique de l'Est. Est-ce que vous travaillez avec d'autres partenaires qui sont plus avancés dans la gestion de ce genre d'établissement pour... Effectivement, lorsqu'on parle de safari, automatiquement, on se réfère à l'Afrique de l'Est et au sud de l'Afrique. Et nous avons effectivement beaucoup de partenaires dans le sud de l'Afrique, notamment en Afrique du Sud, que ce soit en Zambie, au Botswana. Donc, on garde de très bonnes relations avec ces différents partenaires-là dans des perspectives de développement, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans la région. Donc, oui, on ne peut pas... c'est eux qui ont initié ces activités. Qui ont initié le safari en Afrique. Il faut s'inspirer de ceux qui l'ont fait avant nous pour pouvoir le faire à l'ivoirienne. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a d'ailleurs fait un reportage la semaine dernière sur l'écotourisme qui suscite un véritable engouement chez les populations. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est l'avenir aujourd'hui, l'écotourisme? Oui, je dirais qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de projets écotouristiques, parce que ça permet de préserver la nature, ça permet d'ouvrir surtout le monde naturel à un peuple qui est intéressé. Aujourd'hui, on voit comment les Ivoiriens sont intéressés à aller découvrir ces différents endroits-là. Donc oui, l'écotourisme est une porte ouverte à un monde que beaucoup de citadins ne sont pas familiers avec. Et si ça peut permettre de préserver surtout, de mettre en avant les efforts de conservation qui sont faits dans ces différents endroits-là, alors c'est une bonne chose. Et on veut ça vraiment... va aussi un impact sur les communautés locales. Exactement, exactement. Parce qu'on ne peut pas parler d'écotourisme sans parler des communautés. C'est pas possible, ça ne matche pas. Donc vous verrez par exemple qu'au NZI, nous avons une fondation qui s'appelle la NZI Wildlife Conservation Foundation et qui s'occupe notamment de la partie conservation, et ça implique directement les communautés aux alentours. Nous avons différents projets que nous avons mis en place, notamment nous avons formé plus d'une centaine de villageois dans les villages autour à l'apiculture, au maraîcher bio, et nous sommes nous-mêmes les premiers acheteurs de ces différents produits-là, donc ça développe une certaine économie dans ces villages-là. Merci Karl Diakité d'avoir été avec nous, d'avoir répondu aux questions de NCI Reportage. Et je rappelle que vous êtes, le directeur général de Living the Wild. Et puis moi je vais venir au NCI parce que je ne connais pas encore. Il faut que je vienne voir tout ça. Et à tous ceux qui regardaient, ce soir, c'est une très belle expérience à découvrir. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir ça, Patrick Brédé, avec ce focus sur Bouaké. NCI Reportage, ça y est, c'est terminé pour cette semaine. Mais on se retrouve la semaine prochaine, même heure, bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.
Merci.